Cette semaine, nous sommes à Watermal-Boisfort, chez Laurence. Elle reçoit Jean-Marie Blas de Robles pour L'île du Point Nemo, paru chez Zulma. Les chroniqueurs de la semaine, Michel Dufrane et Gorian Delpature, lui partagent leur coup de cœur. Et la figure imposée sur laquelle tout le monde se penchera en fin d'émission, c'est le dernier roman de Patrick Deville, Viva, paru au Seuil. Laurence est une grande voyageuse, elle a notamment travaillé en Afrique. Aujourd'hui, elle développe des programmes d'apprentissage de la créativité destinés aux écoles. Les lectures scolaires imposées ne lui ont pas laissé un souvenir impérissable, mais ne l'ont pas dégoûté des livres pour autant. Après une période japonaise, elle se passionne aujourd'hui pour la littérature africaine. Elle aime les livres et les personnages ancrés dans la terre. Bonsoir, nous sommes à Watermal-Boisfort chez Laurence, dans cette belle cité-jardin qui est magnifique. Hein. On pense tout de suite à Toto le héros quand on vient chez vous. Et des maisons qui ont de petites pièces, donc on ne peut pas les filmer dans votre bibliothèque. Vous avez mis ici toute une série de livres. On voit bien vite le poids commun entre ces différents livres. Laurence, c'est que vous aimez, vous adorez la littérature de voyage. Oui. Et pour en parler, peut-être ce livre, hein, L'Afrique qui vient, c'est une anthologie présentée par le créateur du Festival Étonnant Voyageur. Exact. Michel Lebris, voilà. C'est ça aujourd'hui qui vous fait vibrer, ce sont ces écrivains des pays d'Afrique ou émergents qui parlent d'autre chose? Oui, oui, en effet. C'est ce que j'aime dans la vie, donc c'est ce que j'aime dans la littérature aussi. C'est avoir un autre point de vue sur le monde, découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles visions du monde aussi. Et donc, justement, dans l'anthologie, ce qui est sympa, c'est que il y a 29 auteurs, je pense, et donc on découvre des auteurs qu'on ne connaît pas forcément, en Belgique, en France, des auteurs qui sont parfois pas traduits, puisqu'ils sont nigérians, soudanais, et donc c'est toutes des petites portes qui s'ouvrent sur d'autres lectures. Alors des lectures qui sont des lectures qui permettent de pénétrer dans d'autres modes de vie, d'autres pays, mais aussi peut-être d'autres langues même traduites. Oui, tout à fait. Il y a une façon d'écrire qui est différente. Oui, tout à fait. Les Nigérians n'écrivent pas comme les francophones. Et ils ont une écriture très moderne, ce qui est parfois dommage, effectivement, qu'on n'ait pas les traductions. Enfin, ils ne sont pas forcément traduits. Donc ça, c'est un peu dommage, mais je ne désespère pas que... Ça vienne un jour. Que ça vienne un jour. L'appel est lancé. Il y a beaucoup d'écrivains connus dans tout cela, ces écrivains des pays comme Haïti, hein, Dany Laferrière que vous aimez, Alain Bankou, congolais. Il y en a des moins connus. Alors par exemple ceci, c'est Mackenzie Orsel, un livre que vous aimez vraiment beaucoup, Les Latrines. Oui. Pourquoi vous aviez envie de le proposer à nos spectateurs ce soir? Parce que c'est un auteur que j'ai découvert, c'est un jeune auteur haïtien. Je l'ai découvert avec son premier roman qui s'appelle Les Immortels et qui était un coup de poing littéraire, je trouve, chez Zulma. Et ça, c'est son deuxième roman. Et je trouve qu'il écrit, il a une manière d'écrire qui est... il me fait penser à Jean-Michel Basquiat, en fait, en peinture. Il écrit au couteau, c'est violent, et en même temps, c'est magnifique. Donc, il n'y a pas un point, il n'y a pas une virgule dans son livre. Et on est entraîné dans les latrines. Donc, il parle beaucoup de merde dans ce livre. Mais dans toutes ces difficultés-là, dans toute cette merde, il y a des pépites et des diamants. C'est vraiment magnifique. Ah bah vous parliez de Zulma, qui était son précédent éditeur. C'est l'éditeur de Jean-Marie Blas de Robles qui va venir nous rejoindre très bientôt. En attendant, on va parler mauvais genre avec Michel. Brasil, non, c'est ça, non? C'est l'amour. Laurence, vous venez de parler d'Afrique avec Thierry dans votre bibliothèque. Je sais qu'on parlera Mexique lors de la figure imposée. Et comme vous aimez voyager, je vous emmène au Brésil. Ça, on fait un beau parcours. Depuis que la samba est samba de Paulo Lins. Donc c'est un voyage au Brésil, à Rio, mais le Rio des années 20. Nous sommes dans la zone. Alors la zone, c'est vraiment le quartier le plus interlope de la ville, puisqu'il y a les prostituées, les macs, mais aussi les gens riches qui viennent s'encanailler. Et on a tout pour avoir une belle tragédie, puisqu'il y a 3 personnages. Il y a le personnage féminin, la plus belle pute de la ville, que tout le monde convoite. Il y a le mac qui vient d'une famille portugaise, vous savez, cette nouvelle immigration de gens riches qui veut un peu rouler des mécaniques et qui veut s'imposer comme le chef de la zone. Et alors, il y a Brancoa, qui lui est le beau black, le gars qui maîtrise la zone parce que, bon, c'est le gars qui est célèbre, qui est connu, qui joue du couteau, qui picole avec tout le monde, qui a plein d'amis. Et on se dit, voilà, on a la tragédie parfaite, le polar parfait. Si ce n'est que Brancoa, ben non, il veut quitter tout ça, il a envie de se marier, il a envie de se poser, parce qu'il a une passion, c'est la musique. Et ça, sa passion, c'est de partager le nouvel élan
ans, qui est en train de donner à son meilleur ami, Ismaël Silva, qui lui est un personnage qui a réellement existé, c'est révolutionner la musique pour que cette musique revienne au peuple et que cette musique retrouve ses racines africaines, que cette musique retrouve ses racines indiennes. De quoi on parle? Eh bien, on parle de la samba, de la modernisation de la samba, de toute cette structure qui va se créer autour de ça. La musique, c'est interdit dans les rues. C'est pas grave, on va créer les blocos, donc c'est ce qui deviendront les écoles de samba. On va réunir les gens, on va les amener, on va exprimer tout ce qu'on a dans le sang, tout ce qu'on a dans le cœur, tout ce qu'on a dans l'âme. Et c'est extraordinaire, parce que Paulo Lins nous amène dans un voyage, aussi bien dans le temps, mais on sent, on est avec eux, on a le rythme. Il utilise plein de paroles de chansons connues. Alors ça, j'avoue, j'ai découvert beaucoup de choses, puisque je ne suis pas un spécialiste de samba, mais on est dedans. Alors, Paulo Lins, c'est pas un débutant, hein, puisqu'il a écrit un premier roman qui est La Cité de Dieu, qui parlait des favelas. Ça a été un carton en littérature, ça a été un carton au cinéma. Il a fallu 14 ans pour qu'il écrive un deuxième roman, et c'est celui-ci. Et on sent qu'il met tout le Brésil qu'il aime, mais en même temps, avec un regard ethnologue. Donc, il prend pas part, donc il nous le décrit par petites touches, et on est dedans. On est dedans, on découvre un monde. On ne parle pas de football, c'est chouette. On ne parle pas de favelas, mais on voit comment une ville, comment un pays qui est fait mais que d'inégalités, que de racisme, que d'immigration incompréhensible, se structure, et en fait se structure autour d'une passion, c'est la danse. Et donc, de ce point de vue-là, c'est magnifique. Et je sais que vous n'avez pas osé me poser la question à l'écran alors qu'on en avait parlé juste avant. Vous inquiétez toujours des problèmes de traduction. Oui. Ben voilà, c'est important. Eh bien, ici, la traductrice, rendons-lui hommage, a pris un pari qui est quand même un pari audacieux, à savoir de ne pas tout traduire. Donc au début, on est un peu décalé, puisqu'il y a plein de termes brésiliens qui apparaissent, et puis après, ça participe au rythme de ce récit. Et peu importe exactement le sens du mot, mais ça fait saveur locale et on est dedans, on est transporté. Donc là aussi, de nouveau, Asphalt, qui est un éditeur que j'aime bien pour ça, a pris un pari éditorial et je trouve que c'est un pari réussi. Donc il faut vraiment y aller. On est presque à deux doigts de danser la samba. Jean-Marie Blas de Robles est né en Algérie. Il est à la fois philosophe et écrivain. Il a obtenu le prix Médicis en 2008 pour Là où les tigres sont chez eux, qui reste son plus grand succès. Il a enseigné au Brésil, en Chine ou encore en Italie. Jean-Marie Blas de Robles se passionne depuis longtemps pour l'archéologie. Deux enquêteurs accompagnés de leur valet pour l'un et de leur secrétaire pour l'autre se lancent dans une étrange chasse à l'homme ou chasse au trésor, c'est comme on veut, puisque le point de départ de cette histoire, c'est la disparition d'un diamant d'une valeur inestimable qui appartient à Lady McRae. Alors tout ce groupe va se lancer dans une course-poursuite tout autour du monde pour essayer de retrouver ce diamant. Et les éléments qui vont leur permettre d'avancer dans leur enquête, eh bien, ce sont des éléments assez étranges puisqu'il s'agit de baskets accrochées à des pieds, il n'y a pas les corps derrière, d'une marque de basket qui n'existe pas. Voilà, c'est le point de départ de l'île du Point Nemo. Jean-Marie Blas de Robles, votre roman L'île du Point Nemo est comme beaucoup d'autres de vos romans irrésumable, bien que le mot n'existe pas en langue française. Vous avez vraiment un plaisir à emmener le lecteur dans différentes histoires qui s'entremêlent. Oui, c'est un petit peu ma marque de fabrique depuis les quelques livres que j'ai écrits. J'adore raconter des histoires, j'adore les tisser entre elles. Et donc, à la fin, effectivement, c'est difficile à résumer. Ça part comme, je dirais presque une espèce de roman à la Agatha Christie. Hein, ce diamant volé, ces enquêteurs, un petit côté Sherlock Holmes aussi, d'ailleurs le nom du personnage il fait directement référence. Et puis on s'embarque dans une aventure dont je pense Laurence vous dira tout le bien qu'elle en pense, parce qu'elle me l'a dit, qui elle est beaucoup plus un hommage à Jules Verne. C'était quand même vraiment ça votre envie aussi? Bah, au départ, oui, il y a un hommage à la littérature dite populaire, à la littérature du roman feuilleton du 19e siècle. Donc, effectivement, hommage à Jules Verne, parce qu'on y voit réapparaître le capitaine Nemo, dont j'ai jamais supporté la mort après avoir lu L'île mystérieuse. Mais on se retrouve aussi dans des atmosphères à la Dumas, à la Thomas Mann, à la Doyle. Bon, on peut énumérer comme ça. Le but n'est pas de chercher des références, mais elles y sont. C'est un hommage, entre autres, à la littérature tout court, je dirais, pas simplement la littérature populaire. Alors, j'ai vu la réaction de Laurence hein, quand vous avez parlé de
de ce côté fantasque. C'est vrai que c'est une des choses qui vous a véritablement emporté, Laurence. Ah oui, moi j'ai adoré. J'ai adoré votre bouquin. D'abord parce que c'est une vraie aventure, hein, donc on retrouve notre âme d'enfant, partir à la recherche du diamant, et puis ils partent dans le transsibérien, et puis ils montent dans des dirigeables, et puis il se passe plein de choses invraisemblables. Et j'aime beaucoup les pirouettes que vous utilisez. Vous dites, bon, bah, ça on va pas expliquer, mais bon, on disait qu'ils avaient atterri là. Donc ça j'ai trouvé génial, parce qu'on se laisse vraiment emporter dans ce tourbillon. Et puis, mais il n'y a pas que ça. J'espère. Sinon, dans mon esprit, ce serait raté. S'il n'y avait que la parodie ou le pastiche des romans qu'on peut aimer lorsqu'on est adolescent, ce serait raté. J'espère qu'il y a surtout de la littérature. Oui, et puis j'aime beaucoup, parce que vous taillez un fameux costard quand même à la société actuelle. À la perte de la production locale, justement cette fabrique de cigares qui n'a pas fonctionné et qui est rachetée par des Chinois et, pour en faire des liseuses électroniques qui bug, mais ça c'est pas grave, on va quand même les envoyer sur le marché parce que bon, bah, c'est un souci, mais c'est pas si grave que ça. Ce Chinois, ce patron là, il est malade, c'est un pervers total qui m'a fait beaucoup rire, mais c'est ça qui est chouette aussi dans ce bouquin, c'est qu'il y a beaucoup d'humour. Ben, j'espère, parce que je me suis beaucoup amusé en l'écrivant, donc j'espère que ça se ressent à la lecture. Alors, ce dont on n'a pas parlé encore aussi, c'est toute l'érudition qu'il y a derrière. On a vraiment l'impression que c'est le roman de quelqu'un qui ne veut pas montrer qu'il sait, mais joue avec ce qu'il sait. C'est ça que vous voulez faire? Oh, ce n'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux surtout raconter des histoires. Donc, j'ai pas d'idée préconçue en me disant bah, tiens, je vais faire un roman pour dénoncer ci ou pour dénoncer cela, ou même pour faire un hommage à la littérature. Je revendique le droit de ne pas savoir exactement ce que je fais, en fait, quand je commence à écrire. Je sais ce que je fais parce que je suis quelqu'un qui a besoin, pour se rassurer, de préparer des plans très très précis, de me documenter extrêmement. Donc je ne commence pas à écrire la moindre ligne sans avoir écrit déjà 200 ou 300 pages de fiches, de notes, pour savoir exactement la structure de mon histoire. Mais pourquoi j'écris cette histoire et pas une autre, etc. Là, c'est un flou que j'essaye de maintenir le plus complet possible pour être surpris moi-même par ma lecture. Vous êtes aussi un grand voyageur, chose qui vous rapproche un peu de Laurence, qui aime les écrivains voyageurs, qui aime le dépaysement, c'est vrai, non? Ah oui, oui, là j'ai été servie aussi ici. Hein. Mais je ne me sens pas écrivain voyageur. Écrivain voyageur, c'est quand même une catégorie de gens qui ont besoin de voyager pour écrire, ce qui n'est pas mon cas. Il se trouve que j'ai pas mal voyagé dans mon existence, mais parce que j'ai travaillé à l'étranger. Donc j'ai vécu beaucoup à l'étranger, au Brésil, en Chine, en Libye, bon, peu importe, mais parce que j'y travaillais. Et c'était effectivement un grand plaisir et une opportunité chaque fois de connaître les pays dans lesquels j'étais en profondeur, d'apprendre leur langue, mais ça n'est pas lié à l'écriture. Ça vous a nourri quand même, non? Ah ben oui, ça m'a nourri. Et comment? Ça m'a nourri comme être humain. Puis j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, quand je vivais, beaucoup plus jeune, comme si j'étais encore jeune. Le coquet, n'importe quoi. J'étais jeune encore à l'époque, devrais-je dire. Et ça a été extrêmement formateur, ça a correspondu pour moi, c'est ces 10 ou 15 ans où j'ai habité à l'étranger, travaillé à l'étranger, à ce qu'était le grand tour au XVIIIe siècle ou au XIXe pour les étudiants qui finissaient leurs études et qui partaient en Italie ou en Grèce. Moi, ça a été la Chine et le Brésil. Moi, j'avais envie de vous demander comment vous imaginez vos personnages, parce qu'ils sont quand même tous hauts en couleur. Certains sont franchement barrés. Et donc, je me dis, est-ce que vous vous basez sur des gens que vous rencontrez? Non, sinon je rencontrerais une flopée de cinglés. Non, je fréquente des gens bien et à peu près normaux. Non, ça doit être moi qui suis un peu cinglé et qui imagine des facettes aussi bizarroïdes. Comment vous dire? Je suis persuadé qu'on n'invente rien à partir de rien. Il n'est pas possible
d'inventer ne serait-ce qu'un personnage, parce que c'est simplement impossible. Donc on est obligé de faire des collages. Et c'est comme ça que ça fonctionne chez moi, mais je crois que ça fonctionne comme ça chez tous ceux qui se mêlent d'inventer réellement et de ne pas simplement raconter leur propre vie. Mais on fait du collage entre eux. Ça peut être un visage qu'on a aperçu une fois dans la rue, ça peut être une gravure, ça peut être quelque chose qu'on vous a raconté. Ça va aussi bien pour les personnages que pour les histoires. Ce sont des agglomérats de choses vécues, de choses lues, de choses entendues, de choses vues au cinéma. Enfin, c'est aussi non maîtrisé. Mais c'est présent dans une série de carnets que j'ai en permanence avec moi et où je note tout ce qui me paraît intéressant pour peut-être un jour servir à ma cuisine. Est-ce que vous faites partie de ces romanciers qui écrivent le livre qu'ils aimeraient lire, l'histoire qu'ils aimeraient qu'on leur raconte? Oui, absolument. Et pour celui-là... C'est un peu l'impression que ça donne. Hein. Pour celui-là en particulier, figurez-vous que bon, j'ai appris le plaisir, comme beaucoup de gens, de la lecture avec 20 000 lieues sous les mers. Moi, ça a été mon livre fondateur. Je ne sais plus à quel âge je l'ai lu, entre 12 et 14 ans. Avant, j'avais lu d'autres choses, bien sûr, mais c'est avec ce livre-là que j'ai été emporté pour la première fois dans le monde de la littérature, donc, où j'ai perdu pied, où je n'ai plus vécu que pour être avec ces personnages, où ils existaient, et où j'étais en larmes à la mort de Nemo. Donc ça a fonctionné à 100%. Bon, Michel Strogoff aussi, bon, ça peut être différent pour d'autres personnes. Moi, il se trouve que c'est ça. Et j'ai essayé de relire Nemo. Dans ma jeunesse, je l'ai lu plusieurs fois, 20 000 lieues sous les mers. C'est impossible à relire aujourd'hui. Je ne peux strictement pas le lire. Je vois les défauts d'écriture de Jules Verne. Je vois les répétitions qu'il fait. Je vois les facilités qu'il s'autorise. Je vois, et ça m'empêche complètement la lecture, la lourdeur de l'arsenal pédagogique et scientifique qui était nécessaire parce que c'était de la littérature pour la jeunesse. Donc il fallait en même temps fournir aux jeunes lecteurs toute l'encyclopédie positiviste du monde industriel lancé vers la conquête de l'avenir. Ça rend ce pauvre Jules Verne totalement illisible pour moi aujourd'hui. Et je crois malheureusement que ça le rend illisible aussi pour la jeunesse d'aujourd'hui, qui préfère voir 20 000 lieues sous les mers au cinéma, dépouillé de tout cet arsenal par Walt Disney, et ça fait un bon film avec ce qui fonctionne dans Jules Verne, mais c'est vrai que le roman souffre de ça. Et donc moi je me suis dit, mais pourquoi pas m'écrire moi, mon Jules Verne, aussi dépouillé de cet arsenal-là, mais avec mes codes à moi, avec mon imaginaire à moi, et reprendre ce personnage que j'ai adoré, lui redonner une vie, et m'écrire un Jules Verne d'aujourd'hui, là, pour un adulte du 21e siècle. Donc il y avait aussi ce défi lancé en sous-main. Pari réussi, en tout cas, pour ce roman L'île du Point Nemo, paru chez Zulma. Merci Jean-Marie Bellas de Robles d'être venu en parler avec Laurence et chez elle, ici à Boitsfort. Merci de m'avoir Roman foisonnant, hein, on en a dit qu'un milliardième, un millionième de ce qu'on peut en dire, tellement il y a des choses dans cette fabuleuse histoire. Merci à vous. Il s'appelle Oscar Rimbaud, drôle de nom pour un étudiant en médecine, étudiant en 3e année, externe donc dans un hôpital parisien. Ce jour-là, il soigne une très jolie jeune femme qui est blessée à la jambe et puis il s'endormira le soir avec elle parce qu'il va la rejoindre chez elle. Et en se réveillant, eh bien, il se retrouve sur un navire grec. On est en pleine Antiquité. Oscar ne sait pas comment il a échoué sur cette flottille dont il est le capitaine. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est tout l'intérêt de cette série, avec cet argument qui est le voyage dans le temps non maîtrisé pour ce jeune médecin, jeune futur médecin, dans ce monde de l'Antiquité qu'il ne connaît que par les livres qu'il a lus.
La force de ce scénario, c'est évidemment de nous plonger dans l'Antiquité avec un nouveau regard, un regard décalé, avec parfois même un certain humour de la part de celui qui est aussi le créateur des mondes de Troie, immense succès de la bande dessinée d'Heroic Fantasy, ou de Trolls de Troie, bande dessinée d'humour, toujours dans la fantasy. C'est un changement pour ce scénariste qui a vendu des millions et des millions de livres, changement non seulement d'époque, mais aussi d'orientation dans ses scénarios, et on se laisse véritablement prendre par ce personnage qui va tenter de survivre dans ce monde qui n'est pas fait pour lui. Alors comment il va faire? Tout simplement, il va utiliser ce qu'il connaît du monde moderne. On se dit peut-être qu'il va devenir le médecin de l'Antiquité, parce que même en 3e année de médecine, il en connaît bien plus que tous ceux qui sont autour de lui. Non, il va réinventer la bière, tout simplement, il va devenir un commerçant, et il va tenter de sauver son équipage qui est échoué en Égypte, dans l'Égypte antique, et de leur permettre, un peu comme Ulysse, de rentrer chez eux. Bande dessinée qui en est à son premier tome, ça s'appelle Le Naufragé. La série elle-même s'appelle Odyx, c'est donc Arleston qui en est le scénariste, et le jeune, le dessinateur, c'est paru chez Soleil. Il est tout seul là. Ah bah oui, c'est vrai. Attends, dit-il. Ah, Dorian, oui, c'est... Toujours été galant. Dorian, vous venez avec un roman qui a tout pour vous plaire. D'une part, c'est un auteur mort, évidemment. Absolument. C'est votre marque de fabrique, Absolument. Steve Je suis Tezic, là pour ça. qu'on a connu avec Carou en français. Hein. Ouais. Et puis d'autre part, c'est chez Monsieur Toussaint Louverture, qui est votre éditeur fétiche. Écoutez, ces livres... Je savais déjà que c'était fait pour vous. Écoutez, franchement, c'est irrésistible ces bouquins. Regardez, une petite phrase tirée du livre, imprimée en relief sur le côté du livre. Un papier, c'est du vellum, 290 grammes. Et puis à l'intérieur, c'est du garamond. Enfin, c'est irrésistible. Surtout si à la l'histoire vue est et au bonne. toucher. Et l'histoire est bonne parce qu'en plus, comme souvent chez Monsieur Toussaint Louverture, l'éditeur Dominique Bordès a choisi une des pépites oubliées de la littérature américaine, puisque sa spécialité, c'est ça, c'est sortir des livres qu'on ne connaît pas en français. Et Price de Steve Tezic, c'est un peu ça. Vous avez cité Carou, c'est un roman qui a été publié par Monsieur Toussaint Louverture en 2012, gros succès, 50 000 exemplaires à l'époque. Et c'était l'histoire très cynique de ce spin doctor d'Hollywood. Vous savez, ces gens qui recomposent des scénarios mal goupillés. Qui réécrivent ces scénarios. Ce roman, c'est un roman posthume de Steve Tezic. Il est né en Yougoslavie en 1942. Il est arrivé aux États-Unis quand il avait 14 ans. Il ne parlait pas du tout l'anglais, il a dû l'apprendre. C'est devenu une bête du sport, un champion de lutte, champion de cyclisme. Et puis il s'est rendu compte que c'était un passionné de la littérature avec beaucoup de talent. Il s'est illustré au théâtre. C'est lui qui a mis Matt Damon sur les planches, le tout premier. Puis il s'est illustré au cinéma. Il a écrit notamment le scénario très récompensé de La Bande des Quatre à la fin des années 70. Et puis il a publié un roman posthume, Carou. Mais en 1982, celui-ci, Price. Price, c'est le nom de famille du personnage principal. C'est un jeune homme, au début des années 60, mais à la fin de ses études secondaires. On est sous l'ère Kennedy. Et c'est un roman de génération. Comme tous les adolescents, il a fini l'école. Il ne sait pas du tout de quoi son avenir va être fait. Il traîne avec deux amis qui sont dans la même situation. Ils sont passionnés de lutte. Mais leur avenir, c'est quoi? C'est une perspective professionnelle. C'est entrer simplement à la raffinerie de pétrole, dont l'ombre plane au-dessus de leur ville, qui est une banlieue à l'est de Chicago. Le présent est aussi sombre que le futur, parce qu'il habite avec ses parents. Sa mère, yougoslave, ne le comprend pas. Son père va développer un cancer. Heureusement pour lui, dans ce magma très, très tristounet, il va rencontrer une jeune fille, Rachel, qui vient habiter avec son père dans le quartier. Mais cette Rachel, elle est un peu compliquée et elle cache un terrible secret. C'est un roman qui paraît triste comme ça, mais que je conseillerais à tous les adolescents. Parce que la fin de l'adolescence, c'est le moment où tous les sentiments sont exacerbés. Les premiers amours, les premières déceptions amoureuses, la peur de l'avenir, le rejet du présent. Et tout ça est dans ce bouquin avec une écriture mais d'une précision et d'une perfection absolue. C'est très très bien traduit par Madame Hérisson, Janine Hérisson. Donc vraiment, je vous le conseille, c'est vraiment à faire lire à tous les adolescents. C'est fabuleux. Et puis de nouveau, effectivement, quel bel objet de Monsieur Toussaint Louverture, Thierry. Je vous prête. Merci, Gorian. Avec grand plaisir. Nous sommes au Mexique, et pas seulement à Mexico d'ailleurs, dans ce livre Viva, où nous croisons essentiellement deux personnages dans les années 20 et surtout dans les années 30. Il y a d'une part Trotsky qui est en fuite et qui est poursuivi par tous les tueurs que Staline a lâchés à ses trousses. Il va d'ailleurs organiser à Mexico le contre-procès, le contre-procès de Moscou pour essayer de se disculper. Et d'autre part, un immense écrivain anglais qui se trouve au Mexique dans ces années-là et qui va écrire les prémices de son tout grand roman, qui va être l'un des tout grands romans du XXe siècle. C'est Malcolm Lowry, le roman s'appellera Au-dessous du volcan. Voilà les deux personnages principaux de ce roman truffé d'autres personnages, parmi lesquels on trouve évidemment les révolutionnaires mexicains et notamment toute la scène culturelle dominée par Frida Kahlo, la peintre, et son mari Diego Rivera.
Viva, le dernier livre, et j'ai envie de dire plutôt que roman de Patrick Deville. Vous comprendrez dans un instant sans doute pourquoi. C'est un livre, et non pas un roman, qui nous emmène donc sur les traces de Trotsky, entre autres, au Mexique. Michel, vous ouvrez le feu. Je pense que vous êtes d'accord avec moi sur cette différenciation entre les deux termes. C'est tellement bien expliqué, Thierry, oui. Donc j'ai effectivement été fasciné par le livre, et alors par contre la dimension romanesque, soit je la cherche encore, soit c'est probablement le bouquin le plus... Alors je ne peux pas dire en télé, ennuyant, pénible. Vous m'avez dit chiant, juste Voilà, avant. exactement. Vous avez dit chiant, assumez. C'est un livre très érudit, dans lequel on pratique allègrement le name dropping, mais je ne sais plus comment le traduire en français. Je balance des sources. Voilà. On cite plein de noms. Et on cite plein de noms et on essaye de les faire rentrer, parce qu'il faut. Donc j'ai pris énormément de notes et puis j'ai relu plein de gens intéressants, style John Reed. Mais par contre, pour le reste, il n'y a pas de narration, il n'y a pas de récit, on s'attache à personne. Donc je préférais lire un essai. Donc, mais c'est très intéressant. Voilà, bon. Je suis motivé là. Vous m'aviez demandé d'être gentil. J'ai rien demandé du tout, vous êtes libre comme chroniqueur. Gorian, j'ai idée que vous n'avez pas la même conception. Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis d'accord avec vous sur le fait que ce ne soit pas vraiment un roman. Bon, on va s'arrêter là, alors. C'est plus... Non, allez, laissez-moi moi aussi mon tour. C'est plus que ça, parce qu'il y a 210 pages, et j'ai rarement vu un livre où il y avait autant de choses en 210 pages. On a non seulement une histoire de la littérature, avec Trotsky, avec Malcolm Lowry, on croise André Breton, on croise Antonin Artaud, tous ces gens, on croise Antonin Artaud. On écrase, je pense. On croise plein de gens, et avec plein de citations, et ça c'est le genre de choses que j'adore. C'est aussi une histoire de la politique mexicaine, enfin, c'est passionnant, tous ces gens qui ont gravité autour de cette ville, à un moment précis de l'histoire humaine, c'est passionnant. C'est aussi un récit de voyage, parce qu'on a le récit de voyage de l'auteur, c'est pas la première fois que Deville nous emmène sur ses traces. Là on va avec lui au Mexique, on va avec lui jusqu'à Vladivostok, si je me rappelle bien, à l'extrême bout du monde occidental ou oriental, ça dépend de quel bord de la frontière politique on se trouve. Et puis aussi, c'est un... J'ai adoré, je ne vais pas révéler la fin évidemment, mais j'ai adoré cette géométrie littéraire. Vous savez, on dit souvent qu'en géométrie, deux lignes parallèles finissent par se croiser à l'infini. Et bien son récit, c'est ça. Il y a deux trajectoires parallèles, celle de Trotsky et celle de Lowry, qui ne se croisent jamais au Mexique. Mais au bout de l'histoire, cette image d'éruption, vous savez comment meurt Trotsky, ça c'est pas une révélation, un coup de piolet dans le crâne avec une éruption de matière cervicale. Cette éruption et celle fait un écho intéressant littérairement parlant, je trouve, avec l'éruption de Malcolm Lowry. Et ça c'est les derniers... Si ce n'est qu'elles se croisent déjà, puisque Trotsky est cité dans Lowry. Bien, donc fondamentalement, elles se croisent, elles ne sont pas parallèles. Oui, mais c'est lui qui fait cette connexion à la fin de son livre. On sait qu'ils vont se croiser. On sait qu'ils vont se croiser à la fin quelque part, mais je trouve que c'est vraiment, comme ils ne se croisent jamais dans les chapitres, que les chapitres sont intriqués et qu'ils se retrouvent à la fin, je trouve que c'est un coup de génie, purement de narration et un coup de génie, parce que c'est une image qui me hante depuis, cette éruption du crâne de Trotsky. Vous êtes hanté. Oui, franchement, ça m'a donné envie de relire plein de livres, et ça j'ai adoré. Oui, et puis surtout l'argument principal, il cite 3 fois les Doors. Alors ça quand même, on ne lit dans aucune critique littéraire sur ce livre, mais c'est important et je tenais à le signaler. Cher Patrick Deville, citez aussi Candide ou Voltaire, et alors voilà. Et alors vous auriez Gorian avec vous pour la vie. Mais moi je suis contente que vous en parliez de la fin parce que je ne l'ai pas terminé. Non, aller au bout, mais du coup ça me donne envie d'aller au bout quand même. Voilà. J'ai eu du mal à entrer dedans, c'est vrai, très référentiel. C'est une période que je ne connais pas. Donc effectivement, à part Frida Kahlo et Rivera et Trotsky, je me suis perdue aussi dans les personnages. Je me disais, oh ça va, il n'est pas très épais, ça va passer comme une couque. Mais je dois dire qu'il est plus que très dense. Et donc ça a été douloureux, quoi. C'est une expérience de lecture. C'est peut-être pas un livre à mettre entre toutes les mains. Je dis pas que vous êtes toutes les mains. Je pense que vous pouvez aussi trouver du plaisir à lire. Mais c'est pas un livre facile. C'est pas un roman. C'est pas un roman. Ça, je suis absolument d'accord. On va commencer par là. C'est pas un roman. Ça, c'est vrai. On a mis roman dessus. On se dit, où est le roman? Alors, c'est vrai que ceux qui ont l'habitude de lire Patrick Deville connaissent son érudition, connaissent son côté écrivain-voyageur qui s'intéresse à des périodes et à des endroits qu'il décrit incroyablement bien. Peste et choléra a été comme un énorme succès, avec un prix féminin à la clé. C'est le livre suivant, Peste et choléra, c'était le précédent. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de lecteurs qui vont être très, très désappointés par ceci, parce qu'on n'y retrouve pas le souffle qu'il y avait dans Peste et choléra, ni d'ailleurs dans ce qui ressort sous ce titre-ci, Sic Transit, qui sont ces 3 précédents romans, qui eux aussi sont finalement assez proches, et on retrouve certains des personnages qui étaient déjà, par exemple, dans Pura Vida, dans celui-ci. Il y a eu Equatoria et Campuche ensuite. Aussi succès, tous les 3. Ceci, moi je ne suis pas d'accord avec vous, Gorian. Moi je pense qu'il faut pratiquement déjà connaître toute l'histoire pour s'y intéresser. Je pense que c'est une manière de mettre le lecteur à l'extérieur d'un livre, comme j'ai rarement vu.
Ça me désole parce que personnellement c'est une période que j'adore. Adorer, c'est peut-être pas le bon mot, qui m'intéresse. Vraiment, cette période charnière entre 1920 et 1940, et surtout cette période-là au Mexique, je la connaissais finalement assez peu. En revanche, tous les personnages qui gravitent dans le livre sont des personnages auxquels je m'intéressais déjà par ailleurs. Mais si vous ne connaissez pas tout de l'histoire, il n'y a pas une page où vous n'êtes pas largué, quoi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose... C'est un livre qui pousse à se documenter, ça c'est clair. Moi, j'ai pas arrêté d'aller voir qui étaient les personnages, à quoi ils ressemblaient, mais c'est intéressant comme démarche. Moi aussi, ça m'a donné envie de relire des livres que j'avais dans ma bibliothèque, je les ai ressortis, ça m'a donné envie d'en commander d'autres, mais c'est pas le but d'un roman. Le roman, il doit vous prendre, vous, lecteur, et vous emmener avec lui. Je trouve que même en faisant abstraction de ce débat roman-livre, parce que là on est tous d'accord quand même, on est dans une déstructuration de la forme. C'est-à-dire qu'aussi bien dans les croisements de personnages avec des personnages qui ont plusieurs noms, on le sait, mais il en joue de façon un peu narrative, avec des époques qui ont fait des sauts temporels, on revient et ainsi de suite. Il y a un moment où l'objectif, même dans des essais, même dans des ouvrages qui poussent à découvrir autre chose, il faut garder un fil conducteur pour que le lecteur reste accroché. Vous savez, on parle tout le temps de ces romans qui s'adressent à des lecteurs lambda, des romans qui ne rendent pas intelligents, des romans qui n'apprennent rien. Ce roman-là, il apprend quelque chose. On est peut-être obligé de faire une démarche. Ce livre, apprend des choses. On est obligé de faire une démarche. Qu'on ne soit pas exclu. C'est pas exclusif, au contraire, c'est participatif, je dirais. Moi, j'avais envie de faire aussi une enquête comme lui pour comprendre de qui il parlait et pour marcher sur ses traces. Il n'apprend que si on sort du livre, hein. On est bien d'accord. Si on se contente du livre et qu'on ne connaît pas cette période de l'histoire du XXe siècle, on n'apprendra rien parce qu'il ne donne pas les clés. Il ne donne pas toutes. Mais il nous oblige à aller un peu plus loin, et ça aussi, ça peut être la littérature. C'est vrai que toutes les réponses ne sont pas dans le livre. C'est que justement, c'est toutes des petites portes qu'on peut aller ouvrir pour aller découvrir plus. Mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher, quoi. C'est un auteur qui lâche la main du lecteur, ça on est d'accord. Il la garde pas dans sa main jusqu'au bout du livre, il nous lâche souvent, et parfois c'est pas désagréable d'être un peu libéré comme ça, et de pouvoir marcher tout seul. Il n'a jamais pris la main. Dans celui-ci, il ne prend jamais la main. Dans celui-ci, il ne prend jamais la main. Si on compare au premier chapitre. Un Campuchea. Au premier chapitre, il prend la main du lecteur avec Sandino. On pense tous à la révolution sandiniste, le Nicaragua. On est au Mexique et puis il dit mais c'est pas lui mon personnage. Je l'abandonne et on va en prendre un autre. Et là, il y a quelque chose de la narration et quelque chose de l'ordre romanesque quand on joue à ça. C'est-à-dire, regardez cet homme. Hein, vous le connaissez, il a fait l'histoire dans son pays. Ben, c'est pas lui, on va aller vers un autre. Et alors, du coup, le lecteur se dit, OK, au deuxième chapitre, on me le présente, on y va. Et en fait, il y en a 10 000 au deuxième chapitre. Et là, on se dit, mais c'était quoi? Pourquoi on m'a fait cette entrée en matière comme ça pour me virer tout de suite après vers 100 autres pistes? Et là, je pense que, romanesquement parlant, ça ne peut pas fonctionner. Oui, j'allais dire, je pourrais en parler à mes étudiants qui, quand ils font leur mémoire, ont du mal à faire rentrer leurs recherches dans 100 pages et ils me disent toujours c'est pas possible. Ben, ici, c'est un bel exemple. Voilà. À conseiller. Patrick Deville, Au Seuil, un des romans, je mets des guillemets, de la rentrée littéraire. Papier ou numérique? Comment lire vos livres? Alors pas comment les choisir, pas les histoires de budget. Non, comment lire vos livres pour que votre cerveau fonctionne bien? Ben oui, je profite du fait d'être chez une prof d'UNIF pour discuter du problème parce qu'il y a eu une vraie bombe au mois d'août. Il y a plusieurs universités européennes, dont des universités norvégiennes, qui se penchent sur le sujet comment bien lire et quels sont les processus de lecture qui changent quand on est en papier ou en numérique. Et la bombe, c'est que, alors on va éliminer tout ce qui est, vous savez, tablette, ordinateur et autres, parce que là on sait très bien que les gens sont distraits par des emails, de la musique et ce genre de choses. Non, on va parler de ceci, vous savez, les liseuses, ce qui est fait exprès pour une bonne lecture. Et une enquête a été faite, on a pris 50 sujets, répartis, 25 liront en papier, 25 liront sur liseuse, et ils ont lu un texte d'Elisabeth Georges qui faisait exactement 25 pages. Et après ça, on les a interrogés. On les a interrogés sur les personnages, sur l'enquête, sur les événements. Et catastrophe, les lecteurs numériques lisent moins bien. Ils ont un gros problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à recréer la chronologie des événements. Ils se trompent. Et pourquoi? Et c'est là que ça devient intéressant de la part des chercheurs, c'est qu'on s'est rendu compte que nous avons une lecture tactile. Nous utilisons nos doigts
pour nous situer dans le livre. Et nous savons que nous sommes ici au début, que cet événement est au début du livre. Puis il y a les événements du milieu du livre et il y a les événements de la fin du livre. Des repères que nous n'avons pas du tout sur les liseuses. Cette simple information, ça a vraiment fait l'effet d'une bombe. Et aujourd'hui, il y a plusieurs services de psychologie, de linguistique, de neuropsychologie et autres qui vont étudier la lecture papier et la lecture numérique afin que nous soyons de bons lecteurs, que nous comprenions bien ce que nous y lisons. Laurence, est-ce que vous cuisinez? Oui. Oui? Est-ce que vous cuisinez léger? J'essaye. Ce sera peut-être le cas quand vous aurez lu ces 5 kilos de littérature, vous cuisinerez encore plus léger. Il s'agit d'une suite à une série de livres, ils étaient 6 je pense, qui s'appelait Modernist Cuisine. Maintenant c'est Modernist Cuisine at Home. Donc, c'est un vrai titre français. L'idée des éditions Taschen, c'est dans ce livre de permettre à n'importe qui de s'essayer à la cuisine moderniste, qu'on appelle parfois moléculaire, mais ce n'est pas que celle-là. Ce sont toutes des recettes qui sont dans ce livre ici, un petit peu rébarbatif, sans les photos, là vous avez les photos, qui utilisent ce qu'il y a de plus moderne aujourd'hui, toute la technologie, la science, etc., pour devenir une grande chef. Ah, Eh bien, figurez-vous qu'on vous l'offre. génial. Oh, Voilà, merci enfin, beaucoup. le coffret, c'est-à-dire les deux. Celui avec les photos et celui qui n'a pas les photos. C'est les éditions Taschen qui vous l'offrent plus précisément. Et vous allez pouvoir aussi repartir avec un des romans 10-18 que j'ai ici. Posez peut-être votre petit livre pour pouvoir prendre les autres. Vous choisissez celui qui, dans tout ceci, vous tente, vous le gardez, et les autres sont pour vous, spectateurs, de même que... Comme toujours, on lit, offre 5 e-books, donc profitez-en. Et comme on apprend qu'on est encore aujourd'hui, dès aujourd'hui, allez-y. Exactement. Et vous allez aussi, Michel, commencer par nous parler de celui-ci, Ben Fontaine, parce que c'est un de vos choix. Mais voilà, fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynch, 10-18. Il faut imaginer, c'est une bande de gamins, ils ont 19 ans. En Irak, ils ont été filmés par Fox News lors d'une embuscade, donc ils reviennent au pays en héros. Et on suit une journée de ces gamins qui, d'un côté, ont vécu l'horreur, et puis là, ils vont rencontrer le président, et surtout, ils vont être présentés à la mi-temps d'un match de foot américain entre les cheerleaders et Beyoncé. Wow. Bref, c'est un roman très très cynique sur le regard que l'Amérique a sur ses vétérans, sur la guerre, à travers les médias et la façon de rendre tout ça festif. C'est très très bien. Pas énormément d'action, mais c'est très fin. Bon, comme ça, il y en a déjà dont vous ne devez pas lire le 4e de couverture. Vous pouvez faire le reste pendant que Gorian, vous nous proposez... Un gros livre aussi, hein. Il n'y a pas que vous qui avez le privilège de présenter des gros livres, il est un peu plus léger que le vôtre. Ah oui, vous n'arriverez pas au poids de celui-là. Je pense pas. Dominion, de l'anglais C.G. Sansom, vous connaissez les uchronies, hein, donc ce phénomène littéraire... Faut pas me regarder, oui. Oui, vous connaissez, mais vous peut-être moins, qui consiste à imaginer que l'histoire aurait pu être différente si un événement s'était passé différemment dans le passé. Et ici, en l'occurrence, en mai 40, si Chamberlain avait désigné Halifax plutôt que Churchill comme Premier ministre, eh bien, en 52, Sansom imagine alors que la Grande-Bretagne fait partie des alliés des nazis. Et évidemment, il y a quand même des résistants en Angleterre, dont David, qui fait partie du ministère des Dominions. Les Dominions, c'est les colonies anglaises. Et donc, ce David va être plongé dans un complot qui mêle la Grande-Bretagne, les nazis, les États-Unis et un terrible secret nucléaire. C'est fabuleux, il y a beaucoup de pages, plein d'heures de lecture, et c'est chez Belfond. Voilà. Et bien moi j'ai une BD qui devrait vous plaire, Gorian, mais je ne peux même pas exactement dire pourquoi. C'est embêtant, je vais expliquer. Hein, expliquez. Une vieille dame centenaire s'apprête à fêter son centenaire de manière tout à fait officielle dans un village paumé des États-Unis, et elle fait une révélation. Et cette révélation a trait à une disparition qui remonte à 60 ans. Et le serial killer ou le méchant, on va dire, de l'histoire pourrait être, et ça vous le découvrirez en lisant cette bande dessinée tirée d'un roman, pourrait être un personnage que vous aimez beaucoup et qui est un auteur de littérature. Je n'en dis pas plus. Donc c'est un roman au départ de Joseph Incardona, roman américain qui donc est adapté ici par Christophe Merlin aux éditions Sarbacane. Oui, j'embarque, hein, Thierry, merci. Michel. Alors moi je ne vais pas lire le nom de l'auteur, c'est un nom totalement imprononçable, c'est un auteur norvégien. Fainéant. Non, on va oublier. Voilà. Je ne suis même pas convaincu que ça se prononce comme ça. J'en profite pour dire que si vous loupez quelque chose, y compris quand on ne les donne pas, c'est rare quand même, dans les références de ces livres, on va vous les montrer tous à la fin de l'émission, mais aussi vous pouvez aller sur notre site pour découvrir toutes les références de tous les livres, de toutes les chroniques, de tout ce qu'on dit.
Voilà. Donc, le zoo Mengele, on part vers le Brésil, hein, on y retourne, et on va suivre un gamin qui veut défendre sa forêt, la forêt amazonienne. Et surtout, c'est un roman qui pose la question de quelle est la limite entre la résistance et le terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut faire moralement et qu'est-ce qu'on ne peut plus faire moralement. C'est un roman très intéressant parce qu'il y a à la fois une trame polar, il y a une sorte de trame d'anticipation et il y a une écriture qui parfois flirte vers le poétique, le fantastique. Donc, roman complexe, mais ça reste un roman. Allusion à Patrick Deville, on a bien compris. Moi, c'est aussi une adaptation dont j'ai envie de vous reparler décidément, c'est le jour des adaptations en bande dessinée. C'est le jour que du mauvais genre. Moi, j'aime Voilà, et c'est du mauvais genre que je sais que vous aimez, puisque vous êtes un fan de Richard Stark. Oui, Voilà. Donald Wesley. Donald Westlake. Parker, qui a déjà été adapté aussi au cinéma, si je ne me Tout trompe à pas. Qui est un cambrioleur de haut vol et qui ici, après un casse, poursuivi parce que la voiture est tombée dans un ravin par des policiers, saute au-dessus d'une grille et se retrouve seul dans un parc d'attractions fermé en hiver. Et donc il est avec son butin dans ce parc d'attractions. Il n'y a pas d'autre issue à cause du fait que c'est l'hiver et que c'est fermé et qu'il y a de la neige, etc., etc. Comment va-t-il en sortir? Et surtout qu'on l'a vu rentrer. Donc voilà, c'est une excellente idée de huis clos. Ça s'appelle Fun Island et c'est toujours aussi génialement dessiné aussi par Darwin Cook, c'est chez Dargaud. Alors, un petit dernier. Ben oui, je reste dans la thématique de Dominion avec Il est de retour de Timur Vermès. Vous voyez la couverture qui est de retour. Donc imaginons qu'Adolf Hitler ne soit pas mort, mais réapparaisse dans un terrain vague aujourd'hui à Berlin. C'est pas tout à fait une uchronie, hein, c'est presque un saut dans le temps. Que se passerait-il si les médias s'emparassaient de ce phénomène? C'est un livre phénomène. Il a été publié à 1 500 000 exemplaires en Allemagne, traduit en 35 langues, dont le français, bientôt adapté au cinéma. Et ça pose une double question. Le lit-on pour le plaisir de la lecture ou parce qu'on aimerait peut-être que ce personnage revienne? C'est très troublant. Vous avez des drôles de questions. Mais oui, mais je le lis parce que c'est une belle couverture. Oui, voilà, c'est ça. Ah, Quand ça se vend très autant réussi. d'exemplaires en Allemagne, c'est surprenant. Mais en tout cas, c'est un excellent roman et qui pose plein de bonnes questions. Et c'est chez Belfond également. Alors, Laurence, qu'est-ce que vous avez choisi dans la sélection du jour? Eh ben, du coup, j'ai envie de lire le bouquin dont Michel a parlé. Ah bah ouais. Voilà, le Bill Fontaine. Bah oui. Édition parfaite, hein. Moi je vais l'ai dit. reprendre, Ça, je c'est vais très reprendre fort. tous les autres. Ils sont donc pour vous, spectateurs. Merci à vous de nous regarder chaque semaine. Merci à vous, Laurence, qui nous avez accueillis Bah, merci d'être et qui avez venu. accueilli Jean-Marie Blas de Robles. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, excellente lecture à vous.